On commence côté Atmo Grand Est, peut-être Alors, donc Atmo Grand Est, Emmanuelle Drapsomsou, directrice accompagnement et développement. Donc, j'en profite pour effectivement remercier le CPTS pour cette invitation. Euh, alors, effectivement, Atmo Grand Est a en charge la surveillance de la qualité de l'air, mais la santé reste un enjeu extrêmement important pour nous. Et l'objectif, qui a été déployé depuis quelques années, c'est de pouvoir partager au maximum les informations que nous produisons auprès de l'ensemble des acteurs en matière de santé publique, puisqu'on sait l'importance de la santé environnementale. Moi, bonjour, Michel Marquez. Pardon, je suis le responsable de l'unité accompagnement au sein d'Atmo Grand Est. Et bonjour, Pauline Romain, ingénieure RSSI au sein de Bâtiment Grand Est. Et donc, Emmanuelle Drapsomsou, je pense que mon micro était coupé, directrice accompagnement et développement d'Atmo Grand Est. Merci beaucoup. Et puis, du coup, je vous laisse dérouler les slides. Si vous avez des questions, je vous propose qu'on les fasse à la fin. Et puis, bon webinaire. Merci beaucoup. Donc, merci à vous pour nous avoir invités dans le cadre de ce webinaire. Donc, l'idée est de vous présenter l'ensemble des données produites par Atmo Grand Est en matière de lien air et santé, puisqu'on sait à quel point la santé environnementale contribue à la santé publique de manière générale. Vous présenter également les outils qui sont mis à disposition, répondre à l'ensemble de vos interrogations. L'idée étant effectivement de vous permettre d'utiliser, de vous approprier l'ensemble de nos données, de nos outils. Bon, je commencerai par quelques mots concernant notre structure. Donc, Atmo Grand Est est une association agréée de surveillance de la qualité de l'air. Il en existe une sur chaque région de France, y compris sur les territoires ultramarins. Cette surveillance est exigée par l'Europe, qui demande à chacun des États membres de connaître la qualité de l'air en tout point du territoire concernant les polluants réglementés, qui concerne une douzaine de substances. Donc, nous sommes issus de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui effectivement définit nos missions, mission de surveillance, mais également mission d'information et de sensibilisation, qui est une mission effectivement plus transversale, mais qui reste essentielle, y compris lorsque l'ensemble des acteurs sont dans des démarches de politique publique de réduction de la pollution. Donc, concernant les outils de surveillance, nous en avons principalement deux. Le premier concerne, et le plus visible d'ailleurs, tout ce qui relève des stations de surveillance qui fonctionnent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui sont réparties sur l'ensemble de la région Grand Est. Au sein de chacune de ces stations, nous avons plusieurs analyseurs, chaque analyseur étant relié à un polluant. Nous avons également des dispositifs de prélèvement qui permettent de prélever des échantillons d'air et de les envoyer ensuite en laboratoire lorsque nous sommes sur des polluants qui nécessitent des technologies plus poussées. Nous complétons également ces informations en termes de mesures par des campagnes de mesures qui peuvent être réalisées ponctuellement en tout point du territoire. Mais l'outil qui nous permet de produire une cartographie et donc effectivement une connaissance exhaustive de la qualité de l'air sur la totalité du territoire provient de nos outils de modélisation, donc outils qui ont été fortement développés, notamment avec l'usage de l'intelligence artificielle qui est de plus en plus prégnante et dont nous nous saisissons également. Donc l'idée, effectivement, polluant par polluant, de pouvoir produire des cartographies de concentration de polluants et donc d'exposition de la population. Ces outils de modélisation sont alimentés par différentes données météorologiques, mais pas que, également alimentés par ce qu'on appelle des inventaires des émissions, qui nous permettent effectivement, notamment, de territorialiser l'ensemble des sources de pollution, polluant par polluant. Et Atmo Grand Est produit également et constitue ces inventaires annuels des émissions qui ne concernent d'ailleurs pas que les polluants réglementés, mais également notamment les gaz à effet de serre et les aspects énergétiques. Concernant la mission transversale relative à l'information et à la sensibilisation, donc nous diffusons notamment de manière quotidienne, par exemple, des indices de la qualité de l'air à l'échelle communale, mais nous informons également et nous anticipons les épisodes de pollution qui peuvent être présents
sur l'ensemble de la région et de manière générale, nous accompagnons et sensibilisons l'ensemble des acteurs du territoire, qu'il s'agisse des institutionnels, des acteurs privés ou du grand public. Suivante. Alors, quelques chiffres concernant notre fonctionnement. Nous sommes une structure associative à but non lucratif. Notre métier principal, c'est la production de données. Nous sommes particulièrement attachés à la fiabilité de l'information et c'est ce qu'on nous demande puisque nos données permettent d'alimenter des reportings au niveau national et qui sont poussés au niveau européen, puisque l'Europe vérifie effectivement que les valeurs réglementaires sont respectées. Donc, nous sommes soumis à plusieurs dispositifs de reconnaissance, qu'il s'agisse de certification ou d'accréditation. Nous sommes une équipe constituée de 76 salariés avec des compétences diverses, bien entendu très développées sur la physico-chimie de l'atmosphère. Et nous sommes constitués de 4 collèges qui sont présents à parité, collège État, collectivités territoriales, industriels, qui sont 3 collèges financeurs et un dernier collège non financeur, constitués d'associations de protection de l'environnement, personnalités qualifiées et professions de santé. Nous suivons globalement une trentaine de polluants, réglementés et non réglementés. Et aux côtés de ces polluants, nous suivons également le dispositif de suivi concernant les pollens avec 7 capteurs qui sont implantés sur l'ensemble de la région et principalement sur les principales agglomérations. Nous suivons, concernant les aspects santé, 34 contrats locaux de santé que nous accompagnons depuis 2015. Au-delà de ces polluants réglementés, nous suivons également des polluants qui ne font pas encore l'objet de réglementation. C'est notamment le cas des pesticides, de l'ammoniac, des particules ultra-fines, du black carbone, ainsi que des PFAS. Nous suivons également d'autres thématiques comme les odeurs et également le potentiel oxydant, qui est une métrique un petit peu particulière qui permet de mettre en relation les particules qui ont été prélevées dans l'air et leur capacité oxydante au niveau des cellules pulmonaires. Donc, l'objet de ce suivi est effectivement de pouvoir anticiper et répondre de manière la plus pertinente aux attentes sociétales sur effectivement un certain nombre de thématiques qui, pour l'instant, ne sont pas encore en réglementation. Enfin, dernier volet sur lequel nous nous positionnons, mais qui n'est pas un volet réglementaire, il concerne la qualité de l'air intérieur. Donc, nous mettons à profit notre expertise en termes de métrologie et en termes d'interprétation des données dans ce domaine. Donc, nous sommes en capacité effectivement de mener et nous réalisons régulièrement des campagnes de mesure, principalement dans des établissements recevant du public, pour une grande majorité. Et nous partageons également la veille réglementaire auprès notamment des collectivités dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation qualité de l'air intérieur dans les ERP, qui est particulièrement complexe, et on reste à disposition de l'ensemble des acteurs concernés sur ce sujet pour les accompagner sur la compréhension et l'appropriation du dispositif réglementaire sur cette thématique. Donc, nous intervenons également de manière régulière en termes de sensibilisation sur ces questions et nous avons des outils extrêmement opérationnels qui sont notamment appuyés, soutenus par le plan régional santé-environnement. Le premier qui concerne le dispositif Interagir et qui sera évoqué, me semble-t-il, Pauline par la suite, ainsi que notre capacité à pouvoir intervenir pour vérifier les niveaux en radon dans des environnements intérieurs qu'on évoquera également par la suite. Je passe la parole à Michel. Alors, excuse-moi Michel, non, c'est à moi, pardon, je continue. Alors, un petit rappel sur effectivement le lien air et santé, sur des éléments que vous connaissez probablement. Donc, l'impact sanitaire de la pollution atmosphérique est bien connu, bien identifié. Plus on avance dans le temps, plus des études sont menées, plus on se rend compte effectivement que cet impact est important et qui ne concerne pas uniquement, exclusivement des affections
ou des liens avec l'appareil respiratoire. Néanmoins, en termes de chiffres, à l'échelle mondiale, l'impact sanitaire est considérable. 99% de la population, selon l'OMS, respire un air qui dépasse les limites qui sont recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, qui les a réactualisées en 2021. Et l'effet combiné pollution air ambiant, air intérieur, c'est 6,7 millions de décès, dont 4,2 millions de décès prématurés provoqués par la pollution en matière d'air ambiant. La première pathologie concernant ces décès est en lien avec l'appareil cardiovasculaire, puis ensuite, effectivement, plutôt l'ABPCO, les voies respiratoires inférieures en cas d'infection aiguë et les cancers pulmonaires. Suivante. Alors, en 2025, Santé publique France a diffusé une étude basée sur une EQUIS, une évaluation quantitative d'impact sanitaire de la pollution atmosphérique, pour réactualiser les chiffres en matière de décès prématurés et de morbidité liés à la pollution atmosphérique. Au niveau national, donc les chiffres actualisés conduisent à l'identification de 40 000 décès prématurés en France liés aux particules PM2,5. Les particules PM2,5, ce sont les particules qui sont inférieures à 2,5 microns et qui donc pénètrent notamment dans les voies aériennes inférieures jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Elles sont donc responsables de 40 000 décès prématurés. Concernant le dioxyde d'azote, le NO2, qui est produit principalement par l'activité de trafic, c'est 7 000 décès prématurés en France et près de 8 mois d'espérance de vie perdue liés aux particules PM2,5. L'étude de Santé publique France a également produit des informations à l'échelle régionale. Donc, à l'échelle du Grand Est, c'est 3 900 décès qui seraient évités si la valeur directrice de l'OMS pour les particules inférieures à 2,5 était respectée. La réglementation actuelle pour les PM2,5 est de 25 microgrammes par mètre cube. La valeur recommandée par l'Organisation mondiale de la santé est de 5 microgrammes par mètre cube. Donc, vous voyez un petit peu effectivement le différentiel. Donc, concernant la morbidité, donc comme je l'évoquais, il n'y a pas que l'appareil respiratoire qui est impacté. Néanmoins, en termes de chiffrage, on évalue à près de 15% le nombre de cas d'asthme évitables pour les plus jeunes si effectivement la valeur recommandée par l'Organisation mondiale de la santé pour les PM2,5 était respectée. On éviterait aussi un certain nombre de cas de nouvelles maladies de type AVC, infarctus aigu du myocarde ou hypertension artérielle, et également les maladies métaboliques de type diabète de type 2. Ce serait un peu plus de 5% de nouveaux cas qui seraient évitables si cette valeur recommandée par l'OMS pour les PM2,5 était respectée. Alors, on a parlé des particules. Les substances qui sont actuellement recommandées donc, concernent effectivement à la fois des particules et également des gaz. Concernant les particules, on les distingue principalement par rapport à leur taille. Donc, on l'a évoqué. Les PM2,5, qui sont donc les particules inférieures à 2,5 microns, sont concernées par la réglementation en air ambiant. C'est également le cas des particules PM10 inférieures à 10 microns. Donc, plus on descend en termes de diamètre des particules, plus l'impact sanitaire est démultiplié, et notamment concernant les particules ultra fines, qui sont les particules en gros inférieures à 0,1 micron. Ces particules peuvent passer la barrière physique des alvéoles pulmonaires, passer dans le sang et donc toucher l'ensemble des organes et démultiplier l'effet sanitaire de ces particules. Donc, vous avez un petit schéma à droite qui indique que finalement, les particules, au-delà des phénomènes d'irritation qu'elles peuvent induire en termes d'impact sanitaire, sont également un vecteur de transport d'un certain nombre d'autres substances qui peuvent être cancérogènes ou poser des problèmes d'un point de vue sanitaire. Alors, habituellement, concernant la qualité de l'air, et c'est vérifié, on considère que c'est l'exposition chronique qui est la plus impactante. L'exposition aiguë est effectivement impactante, elle est plus spectaculaire, on est sur des niveaux de concentration beaucoup plus élevés, mais sur des périodes plus courtes, mais néanmoins qui concernent en termes de pic de pollution principalement les personnes vulnérables qui sont les premières alertées
en cas effectivement de pic de pollution. Donc, les populations les plus vulnérables, ce sont les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes souffrant d'affections cardiaques ou respiratoires, également les sportifs qui sont bien entendu en surventilation lorsqu'effectivement ils pratiquent. Suivante. Et dernier point qui est important, avant de laisser la parole à Michel, c'est la notion de transversalité air-climat-énergie-santé auquel Atmo Grand Est est fortement attaché, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques pour réduire les problématiques de pollution. On a effectivement deux sujets qui sont bien distincts et parfois qui sont un petit peu traités de manière un petit peu plus confuse. Il faut bien distinguer que la problématique relative à l'urgence climatique est distincte des problématiques de pollution atmosphérique. Elle ne concerne pas les mêmes polluants. Concernant le changement climatique, ce sont les gaz à effet de serre qui sont concernés et dont il faut réduire les niveaux de concentration, mais les gaz à effet de serre à proprement parler n'ont pas d'impact direct sur la santé des populations. En revanche, ils vont effectivement altérer le climat et induire des effets indirects sur les écosystèmes et également sur la santé humaine, mais de manière indirecte par les événements météorologiques. C'est également des phénomènes de grande ampleur qui touchent le niveau planétaire et des composés qui ont une durée de vie extrêmement longue. À l'inverse, concernant les problématiques de pollution atmosphérique, c'est effectivement des polluants qui impactent, comme on l'a évoqué, directement la santé par des décès prématurés ou par le développement de maladies chroniques qui sont bien identifiées. Ils ont un impact très local, c'est-à-dire qu'ils sont produits et ils impactent à l'endroit où ils sont effectivement produits et ils ont une durée de vie en général assez courte, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils ne sont pas impactants sur la santé. Donc, ces deux sujets, lorsque des leviers d'action sont mis en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique, alors ils peuvent conduire effectivement à un effet de synergie et à une réduction également des polluants atmosphériques lorsque vous travaillez sur la réduction de l'usage des combustibles fossiles vers des énergies plus propres. Dans les autres cas, vous n'avez pas forcément des actions qui soient en synergie, mais qui peuvent être contre-productives. C'est ce qui nous conduit à défendre, et c'est également le cas du GIEC, de considérer que la santé est le levier d'action contre le dérèglement climatique et doit être la porte d'entrée facilitatrice et principale pour travailler sur les questions de réduction également de gaz à effet de serre. Et ce, au sein de l'ensemble des dispositifs territoriaux. Donc, il y a effectivement un grand nombre d'outils de planification qui existent pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques, mais également des espaces comme le vôtre qui permettent d'échanger sur l'ensemble de ces questionnements. Et là, je passe la parole à Michel. Alors, je vais vous présenter dans les slides suivantes quelques éléments qui sont un peu, d'une certaine manière, un bilan sur des éléments qui permettent d'établir un diagnostic sur l'état de la qualité de l'air et aussi des activités avec une illustration spécifique sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc, Atmo Grand Est pour accompagner les différents acteurs qui interviennent d'une manière ou d'une autre et dont vous êtes sur ces thématiques air, climat, énergie, santé. Atmo Grand Est produit donc un ensemble de données dont les éléments issus de l'Observatoire climat, air, énergie sont une des briques. Vous aurez le lien vers cet observatoire et parmi ces éléments, on retrouve par exemple un inventaire des émissions polluantes, mais aussi des émissions de gaz à effet de serre. Là sont présentés 3 polluants qui traduisent l'impact en termes de remise dans l'atmosphère de certains polluants par les activités humaines, notamment, alors on le voit sur le cas des oxydes d'azote, dont on voit que par exemple 45% des oxydes d'azote remis trouvent leur origine dans le trafic routier. Mais on a d'autres secteurs qui peuvent intervenir, le secteur résidentiel, le secteur industriel, l'agriculture pour d'autres polluants. Et donc, on a comme ça
un ensemble de données qui sont à disposition des territoires pour identifier aussi des leviers d'action et organiser leur plan d'action et la mise en place d'actions visant à améliorer la qualité de l'air, mais aussi, comme ça a été dit précédemment, à travailler sur la limitation ou l'atténuation du changement climatique. Donc on l'a vu pour les oxydes d'azote, le secteur principal émetteur, c'est le secteur du trafic routier. Pour les particules, on a parlé des PM10 et des PM2,5 tout à l'heure. Donc pour les PM10 et les PM2,5, le secteur principal est le secteur résidentiel et le secteur tertiaire qui interviennent aussi, mais essentiellement le secteur résidentiel, notamment en lien avec les émissions qui sont dues au chauffage résidentiel au bois. Ensuite, on a, avec des proportions différentes, une contribution d'autres secteurs, comme ça a été dit précédemment, et l'analyse de ces données-là permettent aux acteurs de choisir les secteurs sur lesquels il y a lieu de mettre en place un certain nombre d'actions. Donc, pour faire une lecture de toutes ces données-là, Atmos Grand Est produit, à travers son observatoire climat et énergie du Grand Est, un certain nombre de livrables qui sont déjà d'une certaine manière une mise en forme, une préanalyse de ces données-là. Donc, c'est tous les éléments qui sont listés sur la droite de cette diapo, avec les chiffres clés en un clin d'œil, des portraits de précarité énergétique, des portraits de facture énergétique, parce que cette dépendance énergétique, elle a aussi un coût pour les collectivités, pour les particuliers, mais aussi pour les collectivités. Et donc, ce sont des informations que nous partageons et qui sont disponibles sur le site dont vous avez le lien en bas de cette slide. Dans la continuité, Atmos Grand Est, dans sa démarche d'évaluation et de suivi de la qualité de l'air, dispose donc d'un ensemble de stations de mesure en continu, dont 7 stations sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. Et pour les stations, on a, selon l'intérêt qu'elles présentent, qu'il s'agisse de stations qui ont pour objectif plutôt de suivre une activité en proximité trafic ou bien des stations qui sont plutôt en milieu urbain, on va pas forcément mesurer les mêmes polluants. Et donc là, sur le graphe qui vous est présenté, ce qu'on observe, c'est que depuis 2010 jusqu'à 2024, on vous présente pour les stations de l'Eurométropole de Strasbourg l'évolution des concentrations en dioxyde d'azote qui nous montre une grande diminution, une diminution continue de la concentration mesurée au niveau des stations avec moins 52%, donc une diminution de 52% des concentrations aux stations depuis 2010. Donc c'est vraiment une diminution qui est quand même impressionnante, qui n'est pas spécifique à l'Eurométropole de Strasbourg. C'est un phénomène que l'on observe sur l'ensemble du territoire du Grand Est et plus largement au niveau national, qui traduit le fait que le parc automobile a évolué avec des véhicules qui sont plus propres, moins émetteurs, et donc une concrétisation de cette évolution technologique des véhicules par aussi la diminution mesurée des concentrations. Sur ce graphe-là, ce qui est intéressant de relever aussi, c'est la valeur limite qui figure, c'est la droite rouge horizontale, donc qui est là pour matérialiser la valeur limite réglementaire actuelle en moyenne annuelle, et dont on peut constater que toutes les stations sont passées en dessous maintenant de cette valeur limite, donc on respecte ce critère-là. D'autres valeurs limites figurent, la perspective de la valeur limite en 2030, la directive européenne a été adoptée et donc prévoit un abaissement de la réglementation. Et donc là aussi, on voit que certaines stations respectent déjà cette valeur limite, mais c'est pas le cas de toutes les stations. Donc il y a encore un effort à faire pour, en 2030, respecter cette nouvelle réglementation. On constate ces diminutions sur les oxydes d'azote, mais on la constate aussi sur les particules. Donc, on ne vous présente pas tout ici, mais la même tendance est observée sur les particules, ce qui n'est pas nécessairement le cas sur l'ozone, qui est illustré sur le graphe en bas à droite, où là, on a plutôt une tendance, sinon à la hausse, du moins à une stagnation, après avoir quand même enregistré une légère hausse entre 2010 et 2015-2016. L'ozone est un polluant qui est produit l'été sous l'effet du rayonnement solaire,
Et donc, le réchauffement climatique et la fréquence plus importante des épisodes chauds et ensoleillés contribuent à une plus grande formation de l'ozone. Donc, c'est ce qui explique cette tendance à la hausse de l'ozone. Alors, je vous disais tout à l'heure sur le graphe du dioxyde d'azote, on voit que la valeur limite annuelle est respectée. Donc, de ce point de vue-là, j'ai envie de dire, les feux sont au vert. Néanmoins, on a aussi d'autres grandeurs de comparaison dans l'année et on a des valeurs, par exemple, on a des, des valeurs sur l'ozone qui ne sont pas respectées. On a aussi parfois dans l'année des épisodes de pollution, ça a été évoqué précédemment, pour lesquels on va avoir ponctuellement sur une journée ou sur quelques heures un dépassement de ces valeurs de déclenchement des procédures. Donc c'est soit pour des procédures d'information, recommandation ou des procédures d'alerte. Et puis évidemment, là on le voit clairement sur le graphe des oxydes d'azote, ce qui concerne les directives de l'Organisation mondiale de la santé ne sont pas respectées. Donc, on est encore dans cette perspective, on l'espère, d'abaisser les niveaux de concentration de polluants pour se rapprocher le plus possible des valeurs de l'OMS, ce qui n'est pas le cas actuellement. Quelques illustrations à travers la modélisation qui est produite. Là, ce qu'on regardait avant, c'était les résultats des stations de mesure. Là, je vais vous présenter des cartes issues de la modélisation, donc qui nous permettent d'avoir une information sur les concentrations, l'état de la qualité de l'air en tout point du territoire, en valeur, et donc on produit à la fin de l'année des cartes en moyenne annuelle. Et ces cartes-là présentent l'intérêt de pouvoir être croisées avec des cartes d'occupation et des bâtiments, et donc d'occupation par la population, ce qui nous permet, nous, de déterminer des populations qui vont se retrouver en situation de dépassement ou d'exposition à des valeurs de dépassement des valeurs réglementaires. Donc, sur les valeurs actuelles, la valeur réglementaire en moyenne annuelle, sur le dioxyde d'azote, sur l'Eurométropole de Strasbourg, on n'a aucun habitant qui se trouve en situation de dépassement. Mais par rapport à la perspective de 2030, on voit qu'on a encore, si on était aujourd'hui dans cette réglementation-là, eh bien, sur l'Eurométropole de Strasbourg, il y aurait plus de 2000 personnes qui seraient en situation de dépassement de cette future valeur limite de 2030. Et puis, encore plus loin, par rapport à l'exigence de la valeur guide de l'OMS, eh bien, on a plus de 400 000 personnes sur l'Eurométropole de Strasbourg qui, en moyenne annuelle, se trouvent à un moment donné exposées à ce dépassement-là pour le dioxyde d'azote. Donc, il y a effectivement des efforts à produire et à poursuivre. La même représentation cartographique, cette fois-ci pour les particules PM10 et PM2,5, nous montre le même constat sur le fait que par rapport aux valeurs limites réglementaires actuelles, on n'a pas de personnes en situation de dépassement. Et pour les valeurs limites de 2030, on se retrouve là avec quelques personnes, une centaine d'habitants. Donc, il faut prendre avec précaution cette valeur-là, puisqu'on arrive quand même dans des valeurs très faibles et par rapport aux outils qu'on utilise, il faut rester prudent. Toutefois, sur les PM2,5, on a là près de 7000 habitants qui sont en dépassement potentiel si on se projette à l'horizon 2030. Et puis enfin, sur les valeurs guides de l'OMS, on a pour les PM2,5, parce que c'est vraiment le polluant qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt, pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure sur l'impact sur la santé, on a l'ensemble de la population de l'Eurométropole de Strasbourg qui est en situation de dépassement de cette valeur guide de l'OMS. Donc même si on est dans une situation de diminution, quand même, comme je vous l'ai dit précédemment, globalement, des concentrations, il reste quand même des risques de dépassement de ces valeurs 2030 et de la valeur guide de l'OMS. Et puis, s'agissant de l'ozone, alors on est sur un territoire qui est un peu particulier sur l'Alsace, hein, avec le bassin rhénan, la plaine d'Alsace, qui fait qu'on a à la fois une zone un peu enclavée avec des polluants qui vont rester un peu coincés dans ce secteur-là, et puis aussi un peu un effet de microclimat qui fait qu'on va avoir un ensoleillement qui va être plus important que sur d'autres secteurs du Grand Est. Donc on a
un territoire en Alsace et sur l'Eurométropole de Strasbourg, au sein de cet ensemble-là, où on a des niveaux d'ozone qui vont être plus importants. Voilà, donc on a encore, comme ça a été dit tout à l'heure, des dépassements de la valeur de 120 microgrammes par mètre cube, euh, qu'on a, que l'on peut dépasser 25 jours par an, et donc on va au-delà actuellement. C'est ce qui fait qu'on a plus de 300 000 personnes sur la métropole de Strasbourg qui sont exposées à un dépassement de cette réglementation-là. Et s'agissant de la valeur guide de l'OMS, là encore, on a l'ensemble de la population de l'Eurométropole de Strasbourg qui est exposée. Alors, sur l'ozone, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un polluant estival. On parle d'un polluant secondaire puisqu'il n'y a pas d'activité humaine qui est émettrice, directement d'ozone. Donc l'ozone est produit à partir des oxydes d'azote et d'autres substances, des composés organiques volatiles, qui sont, elles, émises par des activités humaines. Donc la combinaison à la fois de la présence de ces polluants dans l'air et aussi des conditions climatiques qui permettent la formation d'ozone forment un ensemble qui vont, en fonction des saisons, mais aussi des activités humaines, permettre de former plus ou moins d'ozone. Alors, là, c'est un petit extrait de quelques éléments de surveillance de la qualité de l'air que nous produisons. En parallèle, il est question aussi beaucoup de l'impact du changement climatique, et tout à l'heure, Pauline vous présentera notre dispositif de surveillance des pollens. Non, on a aussi fait un travail sur le croisement de l'impact du changement climatique et de nos observations sur les pollens. Donc, ce qu'on peut observer d'un point de vue changement climatique depuis plus d'une vingtaine d'années, d'abord, c'est évidemment l'élévation de la température moyenne annuelle, l'augmentation du nombre de jours d'ensoleillement, je l'ai évoqué tout à l'heure, la diminution des précipitations, aussi une amplitude qui est plus importante sur les températures jour-nuit, un rayonnement solaire qui est plus fort, et puis du coup globalement ce qu'on appelle le dérèglement des saisons, où on a des phénomènes climatiques qui interviennent à des périodes de l'année où on les observait pas précédemment. Et du coup, l'impact se produit sur la pollinisation, sur les essences végétales. Et donc, on a fait un travail avec notre historique de mesures sur les pollens, où on peut constater que alors donc c'est sur les graphes qui vous sont présentés, c'est la courbe qui est en vert, c'est sur la moyenne des concentrations de pollen pour 3 essences différentes. On voit que sur les dernières années, eh bien, on a une concentration beaucoup plus forte, donc une pollinisation qui est beaucoup plus forte, qui est observée par rapport aux années précédentes. Et par exemple, la courbe en bleu, ce sont les années 98, 99, 2000. Donc c'est déjà il y a plus de 20 ans par rapport à ce qui était dit précédemment. Donc on a vraiment on constate une augmentation des pollens qui sont émis sur l'Eurométropole de Strasbourg. C'est là où l'étude a été faite, mais c'est un phénomène qui est observé ailleurs. Ce qu'on observe également aussi, c'est la, la précocité de la pollinisation, d'une part, et aussi l'allongement de la période de pollinisation. Alors ça a un impact pour les personnes allergiques, évidemment, qui vont être plus tôt et plus longtemps dans des situations compliquées d'un point de vue santé par rapport à leur allergie. Et puis, alors, ces liens du réchauffement climatique et sur la pollution de l'air, et donc notamment sur les questions des pollens, alors ils ont tous n'ont pas un impact sur la pollinisation. Essentiellement, donc c'est à travers ce petit visuel là du petit personnage rouge qui est pas très content. Donc en fait, c'est l'amplitude thermique qui va avoir un impact. En fait, l'impact il est surtout mesuré sur la précocité de la pollinisation. Donc on va à travers l'amplitude thermique et aussi l'ensoleillement, ça va favoriser la pollinisation. Donc c'est ce qui fait qu'on va
avoir des pollinisations plus précoces, hein, donc avec maintenant des essences qu'on retrouve très tôt dans la saison. Et enfin, pour terminer, à travers des graphes, des choses qui ont déjà été dites, le constat que les concentrations en dioxyde d'azote et en PM10 sont en diminution et que l'ozone, elle, est en augmentation, avec un impact sur les pollens et notamment sur la forme des pollens qui va avoir tendance plutôt à les atrophier, les rétrécir, les déformer et contribuer à une plus grande pénétration de ces pollens dans notre système respiratoire et donc à un impact sur la santé, l'altération de la santé, notamment des capacités respiratoires des personnes allergiques. Euh, Vous pouvez retrouver les informations sur cette étude sur notre site internet en regardant le lien qui vous est donné en bas de cette diapo-là. Je vais reprendre la main donc, pour vous parler des différentes actions d'Atelier Grand Est et des outils des préventions RS Santé qu'on peut fournir du coup, aux professionnels de santé et du public, aux patients, afin d'améliorer du coup, la qualité de l'air et leur santé. Alors, donc, pour introduire donc, cette partie-là, donc, je vais vous parler des poids des facteurs environnementaux sur la santé. Donc, on approche ça notamment au travers des déterminants de santé qui sont présentés sur le graphique devant vous. Donc, notamment avec les modes de vie, donc, les habitudes, la façon dont on va utiliser les transports, donc soit on utilise le vélo, la voiture, notre mode d'alimentation, voilà, qui représente 10% des déterminants de notre santé. Ensuite, on a la partie patrimoine génétique, donc en rapport avec l'hérédité, les facteurs biologiques liés à notre âge, notre sexe. Et ensuite, vous avez les facteurs socio-économiques, donc notre accès à l'éducation, accès à l'emploi, au logement, et puis aux revenus voilà, qui sont utilisés pour notre santé. Et puis, 15% donc, des déterminants sociaux donc, qui sont liés donc, au système de soins, donc avec l'accès à la qualité de l'offre de soins, les établissements de santé voilà, qui nous permettent de, de suivre ça. Et on se rend compte que finalement, les facteurs environnementaux représentent une grosse partie majeure voilà, de notre santé. On estime qu'il y a 25% voilà, des facteurs environnementaux. Donc ça passe par la qualité de l'air, mais également la qualité des eaux, des sols, des nuisances à laquelle nous sommes confrontés, notre habitat, là, qui fait sens. Excusez-moi, Madame Roman, on vous entend pas très clairement, en Ah, fait. excusez-moi, vous m'entendez pas bien. Non, je suis mon micro. Hein. Est-ce que vous m'entendez? Oui, il y a un petit brouhaha, mais ça va, ouais. Vous m'entendez bien? Bon. Alors, donc, sur les différents dispositifs donc, qu'on met en place et qu'on met en accès libre, donc on a la définition des indices de la qualité de l'air, donc vous pouvez retrouver sur notre site internet. Donc, c'est un indice qui est au niveau national et qui correspond donc, aux différents polluants mais qui sont présentés vous avez présenté précédemment, donc, comme les particules PM10, PM2,5, dioxyde d'azote, l'oxyde de soufre également, et l'ozone. Donc avec différents qualitatifs de bon à extrêmement mauvais, qui vous permettent d'estimer voilà, la qualité de l'air sur votre territoire. Donc c'est un indice que vous retrouvez sur le site internet au travers de l'onglet L'air de ma commune. Vous avez également du coup des cartographies voilà, qui représentent l'indice de la qualité de l'air, donc avec les différentes recommandations qui y sont associées. Alors, concernant donc, les épisodes de pollution, donc, qui avaient été présentés par Michel et évoqués également par Emmanuel, donc ce sont des épisodes donc, qui sont déclenchés notamment du coup au travers des cas de polluants donc, qui se rencontrent, qui sont PM10, l'oxyde d'azote, l'ozone et l'oxyde de soufre, avec deux niveaux réglementaires. Donc, vous avez le niveau de seuil d'information et de communication et vous avez un seuil d'alerte.
Donc, Atmo Grand Est nous déclenche ces épisodes de pollution via la diffusion d'un communiqué au niveau départemental. Donc, c'est un communiqué qui vous représente toutes les recommandations sanitaires qui sont notamment à destination des personnes voilà, dans le public, mais également des personnes, voilà, personnes sensibles et vulnérables qui sont touchées par ces polluants. Et donc, à la suite de ça, donc, il y a un seuil d'alerte, un déclenchement d'alerte sur persistance, c'est-à-dire que vous avez des niveaux qui dépassent le niveau de la recommandée. Vous avez des déclenchements de mesures qui peuvent être faits par le préfet, donc notamment au travers de la limitation du vitesse, la restriction du coup de la circulation, et puis la réduction des activités économiques industrielles à tout. Et donc sur cette diapo-là, donc, vous pouvez très bien vous abonner en fait à ces alertes pour recevoir par mail l'information comme quoi il y a un épisode de pollution donc, actuellement et du coup prévenir vos patients, les personnes voilà, qui sont les plus vulnérables afin de les informer de la situation. Donc ici, un exemple donc, spécifique au territoire voilà, du Bas-Rhin, donc avec la présence des épisodes de pollution depuis le début de l'année 2025. Donc, ce qu'on constate, donc, comme il avait évoqué Michel, c'est qu'on a une vulnérabilité donc, sur le territoire alsacien, notamment à cause de la topographie et du coup des activités humaines comme la présence voilà, de trafic important dans l'industrie, du secteur résidentiel, qui produisent des polluants qui sont être précurseurs de la formation de zones. Et donc, ce qu'on a constaté dans le Bas-Rhin, c'est qu'on a déclenché depuis le début de 2005 sur le département. On est bien? Oui, on vous entend. Vous m'entendez? Oui. Du coup, pour illustrer ça, donc, cette année, donc l'année dernière, on a produit donc, une application donc, qui s'appelle AirToGo et qui a pour utiliser donc, de guider les personnes pour réduire l'exposition à la pollution atmosphérique. Donc, au travers de cette application, vous allez retrouver l'indice ATMO, l'indice pollen que je vous présenterai juste après, la notification en cas d'alerte d'épisode de pollution, avec les différentes recommandations sanitaires que vous pouvez retrouver. Et la pertinence de cette application, c'est également que vous pouvez intégrer votre trajet, donc leur renseigner. Et l'application vous propose du coup un itinéraire en fonction de la qualité de l'air afin de passer dans un itinéraire le plus sain au niveau de la qualité de l'air. Donc, c'est quelque chose qu'on recommande à tous de télécharger donc, sur son smartphone afin d'être informé. Vous avez vraiment l'information de votre poche. Pas besoin voilà, de passer sur le site internet. Vous avez l'information en direct. Donc, ensuite, je vais vous parler de notre dispositif au pollen, donc une note surveillance et les outils de prévention qui sont disponibles. Alors, on dispose de 3 outils de surveillance des pollens. Donc, un premier qui va être un réseau de capteurs donc, qui sont placés dans le Grand Est, donc avec des capteurs polluants qui nous permettent de mesurer et de quantifier la quantité de pollen qu'il y a dans l'air. Donc, ce sont des éléments qu'on remonte chaque semaine. Un deuxième dispositif qui est l'observation des pollens, donc à travers de la veille phénologique. Donc, ce sont des espaces qu'on appelle dispollisés. Ce sont des espaces où vous allez concentrer différentes espèces allergisantes. Et on a des personnes donc, chez nous qui sont habilitées, mais également des bénévoles qu'on appelle sentinelles, qui vont se déplacer dans ces espaces ou bien faire ces observations autour de chez eux pour du coup observer les différents stades de pollinisation de ces espèces.
et faire remonter ça au travers de notre réseau et de notre plateforme commune, que je présenterai plus en détail juste après. Et ensuite, on a le troisième outil qui est la modélisation des concentrations, donc avec le développement d'indices pollen qui a été développé par les différentes ASCA, et donc du coup, qui nous permet de communiquer sur l'information sur le pollen en tout point du territoire, donc à l'échelle de la commune. Donc c'est un indice qui se base sur de l'intelligence artificielle qui prend en compte les différentes mesures voilà, qui ont été faites par les capteurs, qui prend en compte voilà, les prévisions météorologiques et les données de totalité au niveau européen, et donc qui permet d'anticiper d'informer en fait les personnes allergiques en cas de déclenchement de pic pollinisation. Donc c'est un indice qui a été déployé sur 6 espèces, donc c'est surveillé actuellement. Vous avez le bouleau, le graminé, l'ambroisie, l'olivier, l'armoise, et du coup, qui sont utilisés. On va bientôt instaurer d'autres espèces, comme le cyprès, pour les comparaisons. Et comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un indice qu'on retrouve également donc, sur l'application Orthobio, donc l'application est assez complète. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le pollen, donc, je vous invite à aller voir le webinaire que vous avez fait et qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, qui vous aide en replay. Alors, Pauline, je te propose de faire cette slide-là pendant que tu essayes de régler ton micro parce qu'on t'entend quand même toujours pas très bien. Donc, Atmo Grand Est a un dispositif qui s'appelle Pollinaire qui vise à identifier un certain nombre de contributeurs pour mieux connaître les moments de pollinisation et d'information des personnes allergiques. Donc, c'est un dispositif qui se présente sous la forme d'une plateforme Internet dont l'objectif est de pouvoir identifier le plus tôt possible les essences qui vont polliniser, le moment auquel se produit la pollinisation et le lieu où ça se passe. Euh, Ça s'adresse à tout un chacun, des gens qui peuvent être des botanistes confirmés, hein, mais ça peut être aussi des professionnels dans les collectivités, ça peut être les services des espaces verts, ça peut être des structures associatives, des gens qui sont, je sais pas, des amoureux de la nature, par exemple, ou alors des particuliers, que ce soit des personnes allergiques ou des personnes non allergiques d'ailleurs. Hein, on n'est pas fermé là-dessus. Comment ça se passe? Il y a cette plateforme sur laquelle vous pouvez aller, qui s'appelle Pollinaire, et où vous allez vous inscrire, et puis vous allez identifier un arbre, par exemple, et signaler 3 étapes dans la vie de la pollinisation, la floraison, la pollinisation et la fin de la pollinisation, ce qui va permettre à Atmo Grand Est de récupérer cette information, de la valider quand même, et puis de la mettre en ligne sur une carte, ce qui va permettre d'alimenter la connaissance, enfin de donner une information en tout cas, et puis aussi pour les personnes allergiques de pouvoir peut-être voir si dans l'est du Grand Est on a déjà telle essence qui est en pollinisation, et puis bah, pour celles qui habitent ailleurs de se dire tiens ça va bientôt arriver chez moi. Est-ce qu'il ne serait pas opportun que je commence à prendre mon traitement? Donc on a ce dispositif collaboratif donc qui a 2 volets. Le volet je contribue à alimenter le dispositif et le volet je suis quelque part intéressé par l'information qui m'est proposée parce que je suis une personne sensible, une personne allergique. Voilà, je repasse la main à Pauline en espérant que peut-être le micro fonctionnera mieux. Vous m'entendez bien? C'est peut-être un peu mieux. Un peu mieux. Bon, je vais essayer, je vais parler fort. Alors du coup, donc Pollinaire, donc, comme l'a dit Michel, donc, c'est notre réseau de sentinelles, mais c'est donc aussi l'Observatoire des pollens en Grand Est. Donc Pollinaire, c'est vraiment le nom qui est dédié au pollen au sein du Grand Est. Et donc, on a comme nouveauté donc, cette année la mise à disposition d'un nouveau site internet, donc avec des cadres d'observation
de terrain des sentinelles, donc avec des choses un peu plus ergonomiques, avec la mise à disposition des stats phénologiques qui sont visibles à l'échelle des cartographies, et des recommandations du coup pour les personnes allergiques. En développement qui est actuellement, donc on développe l'outil sur smartphone afin du coup que les choses soient plus ergonomiques pour nos sentinelles, mais également pour les personnes allergiques, où vous avez un profil allergique, où vous retrouvez les différentes espèces qui sont actuellement en cours de pollinisation, donc avec les recommandations qui s'y sont associées. Donc du coup, c'est quelque chose qui va très prochainement arriver au sein de vos smartphones. Alors, des données qui sont importantes sur notre site internet et qui, là, pour le coup, concernent les professionnels de santé. Donc, les allergologues, les médecins généralistes, donc toute personne voilà, qui souhaite, qui travaille dans ce domaine et qui prescrit du coup des traitements à leurs patients. Donc, on met à disposition au travers de notre page pollen, donc des données. Donc, vous avez au travers d'une carte interactive, vous allez pouvoir cliquer sur le capteur pollen et retrouver les différents comptages polliniques que vous avez au fil des semaines. Nouveauté également, vous avez l'historique des comptages polliniques, donc que vous consultez donc de manière rétroactive. Donc on sait que des fois les délais sont assez longs pour avoir obtenu un rendez-vous voilà, chez le médecin. Vous pouvez récupérer donc les données et savoir à ce moment-là quelles espèces étaient en pollinisation. En plus de ça, donc sur cette page, donc, qui est assez complète, vous avez l'évolution donc des rapports en fait. Vous retrouvez l'évolution des pollens donc avec les bilans annuels, les cartes de modélisation, les faits marquants de l'année avec les modifications par exemple des calendriers polliniques, donc on sait qu'ils évoluent d'année en année. Et vous avez également la surveillance donc du coup aéroblogging donc avec les microplantes champignons. Donc, ce sont des données qui sont disponibles donc, en accès libre sur notre site internet, du coup, en sélectionnant donc, la page pollen. Autre information donc, sur les pollens, donc, vous pouvez, quand vous vous abonnez du coup, au site internet Pollinaire, on vous propose du coup de recevoir le bulletin d'information pollen. Donc, c'est un bulletin que vous retrouvez par mail tous les mardis et vendredis. Donc avec un premier niveau d'information où on reprend en fait les informations liées aux observations phénologiques, mais également aux observations terrain, donc avec les mesures. Donc on fait un petit topo de ces informations-là et on vous donne les observations, les recommandations à suivre. Ensuite, vous avez un deuxième niveau d'information avec les alertes de pollinisation, donc qui sont basées sur nos cartes de modélisation qu'on a présentées juste avant, avec les 6 espèces surveillées. Et donc, c'est un bulletin qui est très intéressant pour les personnes allergiques qui vont pouvoir du coup s'informer, adapter leur sortie et du coup adopter voilà, les comportements préventifs. Et puis, vous avez les professionnels de santé donc, qui peuvent être intéressés de recevoir du coup ces informations afin d'orienter leur diagnostic lorsqu'ils reçoivent leurs patients. Alors ici, je vais vous présenter les autres thématiques, donc autres que pollen que nous avons et qu'on met à disposition des professionnels de santé et du grand public. Donc un dispositif qui concerne la qualité de l'air intérieur. Donc comment diagnostiquer du coup l'air d'un logement qui impacte le patient. Donc c'est un dispositif qui s'appelle Interagir, donc qui intervient dans le cadre du plan régional de santé environnement et qui est financé par l'Agence régionale de santé. Donc, c'est un dispositif donc, qui a pour objectif d'identifier les sources de polluants du coup, qui peuvent impacter le patient au sein de son logement. Donc, que le patient du coup, a des soucis de santé et que son médecin a une suspicion que ça soit lié à son logement, il peut faire intervenir du coup un conseiller en environnement intérieur, donc sous la base d'une prescription médicale. Donc, il suffit que le médecin prescripteur remplisse un bordereau de visite, de demande de visite. Donc, c'est un formulaire que vous pouvez télécharger sur le site d'Interagir. Ce formulaire doit ensuite être adressé à l'AP3A. Donc, c'était l'association qui pilote en fait ce dispositif et qui reçoit toutes les demandes. Cette association AP3A
reprend contact ensuite avec le patient, donc via un appel téléphonique, pour prendre un rendez-vous et ensuite, du coup, organiser une visite à domicile, donc chez le patient, où un conseiller en environnement intérieur se déplace pour faire un diagnostic, mesurer éventuellement les polluants biologiques qui peuvent être déjà mesurés, donc avec des acariens, des moisissures, prendre température, humidité également. Et si besoin, s'il y a une suspicion de polluants chimiques avérés, il peut faire appel à Atmo Grand Est donc pour réaliser des mesures complémentaires. Donc dans ce cas-là, on vient chez du coup, le patient mettre en place des appareils de mesure donc pendant une semaine, du lundi jusqu'au vendredi après-midi, pour du coup faire les mesures. À la suite de ça, on établit un compte-rendu du diagnostic qu'on transmet au médecin prescripteur et aux patients avec diverses recommandations à suivre afin d'améliorer la qualité de l'air de son logement. Et à la suite de ça, bien sûr, il y a la P3A qui revient vers le patient pour voir si les recommandations et si les actions ont abouti voilà, à une amélioration de la qualité de l'air et surtout, du coup, une amélioration, voilà, une réduction des symptômes du patient. Donc, quelques chiffres parlants. Sur l'année dernière, du coup, on a recensé 566 visites qui ont été réalisées au sein du Grand Est au travers du coup des 13 CUI donc, qui ont parcouru du coup le territoire. Et sur ces 566 visites, nous avons effectué 17 interventions. Alors, concernant du coup un autre dispositif, donc toujours dans le cadre du PRSE, on effectue des campagnes de radon donc, dans l'habitat. Donc, dans le cas du coup, donc, le radon, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un gaz radioactif donc, qui est incolore, inerte et qui est présent donc, dans les sols, mais fortement dans les sols, les sous-sols granitiques et volcaniques. Donc, ce sont un gaz qu'on retrouve notamment en Alsace, de par du coup, la topographie du territoire. Et c'est un polluant donc, qui a des effets cancérigènes qui sont reconnus, donc notamment avec l'irradiation des bronches et d'une lésion à l'ADN avec une mutation génétique. Donc dans le Grand Est, on recense 318 communes qui sont concernées et donc ils ont un potentiel radon moyen jusqu'à élevé, donc, ce qui représente environ 463 000 habitants. On a différents seuils de référence avec le premier seuil de référence donc, qui est au-delà de 300 becquerels par mètre cube. Donc, dans ce cas-là, on fait des recommandations générales donc, sur les actions de remédiation. Et au-delà de 1000 becquerels par mètre cube, on indique du coup des contre-mesures et la réalisation d'un diagnostic technique par un bureau d'études pour du coup éviter et limiter du coup et donc réduire le radon dans le logement. Donc, il y a différentes techniques hein, qui existent pour réduire le radon dans son logement, notamment l'étanchéification voilà, des voies dentées, du radon qui notamment proviennent du sol, et puis la ventilation du coup du logement. Alors, pour ce qui est des campagnes de mesure donc, dans notre habitat, donc, comme je vous l'ai dit, donc, ça concerne, nous, on va s'intéresser aux communes du coup, à risque radon élevé. Donc, ici, je vous ai retransmis du coup la liste donc, des EPCI à laquelle voilà, on sommes intervenus. Donc, sur le Grand Est, donc, on sommes intervenus également jusqu'à 185 communes donc, qui ont été investiguées donc en zone 3, donc ce qui représente environ 58% voilà, des communes en zone 3 actuellement. Prochainement, du coup, on aura d'autres communes donc, qui vont être investiguées l'année prochaine, la communauté de communes du Pays de Bar et la communauté de communes de Gérardmer-Hauts-de-Vosges. Un autre dispositif qui là concerne les nuisances olfactives, donc au travers de l'application Signalaire, donc, qui est à disposition du grand public, qui a pour objectif de signaler en fait les nuisances que vous pouvez avoir sur votre territoire. Donc, quand on parle de nuisances olfactives, donc ça ne veut pas forcément dire pollution, mais ça peut être un très bon indicateur pour recenser, identifier les zones à enjeu où on a des signalements
et donc du coup nous permettent ensuite d'entreprendre des campagnes de mesure éventuellement et de faire des campagnes d'identification afin d'identifier du coup la source. Donc on a des personnes formées chez nous en langage des nez pour identifier tout ça. Donc c'est au travers de cette plateforme donc, vous pouvez signaler. Donc vous avez une localisation géographique donc, qui se fait et vous pouvez décrire en fait l'odeur, ce que ça vous évoque, afin que nous, on puisse essayer d'identifier du coup la source. Alors, je Ah, vais. vous pouvez reprendre si vous voulez. Ok, alors on termine là, c'est l'avant-dernière slide sur la thématique des pesticides. Donc, vous avez probablement entendu parler des résultats de l'étude de la campagne nationale Pestirive qui était pilotée par l'ANSES et Santé publique France, qui a rendu ses résultats lundi dernier et qui a communiqué un certain nombre d'informations sur ce sujet. Il s'agissait d'une étude en biosurveillance, donc il y a eu des foyers volontaires qui ont été identifiés en zone viticole, donc les 6 principales régions viticoles de France, dont le Grand Est, ont été effectivement prospectés. Et les résultats donc, ont été produits lundi. Bon, ils ont confirmé ce qui était intuitivement pressenti et que notamment Atmo Grand Est, via l'Observatoire des pesticides régional qui tourne maintenant depuis de nombreuses années, identifie également, c'est-à-dire l'influence des parcelles agricoles, de l'activité viticole en l'occurrence pour Pestirive, mais dans le cadre de notre observatoire, on prospecte sur de nombreux sites viticoles, agricoles, arboriculture également, qui nous permettent justement de consolider notre expertise sur ce sujet. Je ne rentrerai pas dans le détail. Sachez que chaque année, nous réalisons des campagnes de mesure, au moins un point sur chaque ex-région, plus un point permanent qui se trouve à Reims et qui nous sert de site historique. Donc, l'ensemble de ces informations sont compilées, expliquées dans le cadre de ce rapport annuel. Et nous avons produit une petite note synthétique que je vous invite à consulter, qui est le bilan qualité de l'air pour l'année 2024 et qui permet effectivement de faire ressortir les faits saillants, notamment que l'exposition effectivement d'un point de vue spatial augmente lorsqu'on se rapproche des zones d'utilisation des produits phytosanitaires, bien sûr, mais également dans le temps, avec une saisonnalité très marquée, qui est plus ou moins intense suivant les sites, mais habituellement, vous avez un pic maximal en période automnale, qui est porté par un herbicide, le prosulfocarbe, bien souvent, et puis un pic secondaire qui est plus faible, plus étalé dans le temps, au printemps et à l'été, plutôt en lien avec des usages de fongicides. Voilà. Mais néanmoins, si vous avez des questionnements sur ces sujets, n'hésitez pas à revenir vers nous, puisqu'on a effectivement un rapport annuel qui est produit depuis plusieurs années. Alors certes, il n'existe pas à ce jour de réglementation dans l'air ambiant, mais néanmoins, on peut dans certaines situations être en capacité d'identifier si on a un signal qui peut être inhabituel sur certains secteurs dans le cadre des sites que nous prospectons et qui donc peuvent évoluer chaque année, à l'exception du site de Reims. Et je vous laisse terminer, Pauline. Alors du coup, pour terminer, donc le dernier outil, donc pour sensibiliser donc à la qualité de l'air, donc, on a développé donc un outil assez ludique et innovant, donc au travers de l'utilisation de casques d'intelligence artificielle, donc qui nous permettent du coup de vous immerger dans un jeu, un monde qui vous permet du coup de jouer et d'être sensibilisé donc à la qualité de l'air donc en faisant le lien polluant et impact sur la santé, donc au travers d'un escape game. Donc où vous jouez en autonomie, donc avec un casque de réalité virtuelle, donc pendant une quinzaine de minutes. Et du coup, ça vous permet d'appréhender donc ces notions de air et santé, environnement. Donc n'hésitez pas du coup à nous solliciter afin qu'on puisse voilà, échanger là-dessus. Et puis, je terminerai sur le podcast. Sur notre chaîne de podcast d'Atomo Grand Est, donc vous pourrez trouver ça sur notre chaîne YouTube, donc en partenariat donc, avec Active Radio.
Donc, on a mis en place des petits podcasts, donc des épisodes de 5 à 6 minutes sur différentes thématiques qui font intervenir nos experts donc, au sein d'Atmo Grand Est. Vous pouvez retrouver par exemple des thématiques air intérieur, impact sanitaire, l'application Cinéair que je vous ai présentée juste avant, ou bien des thématiques sur les pollens. Donc, n'hésitez pas du coup à aller consulter ces podcasts. Et ici, du coup, je vous ai mis les supports de communication. Donc, vous pouvez retrouver notre site internet, là où vous avez toutes les actualités, les données qu'on vous a expliquées juste avant. Et on est bien sûr présent sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, YouTube et puis Instagram. Et ici, du coup, je vous ai mis donc, les contacts donc R et Santé, donc moi-même, Michel et puis Emmanuel, donc, qui vous a présenté les différentes actions. Donc, n'hésitez pas du coup à nous recontacter si besoin. On fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.